Alors cet homme a fait de sa vie un théâtre et de sa famille le public. Cet homme est un directeur de théâtre fort connu sur la place. Cet homme, c'est Michel. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour. Michel, alors est-ce qu'on dit Boguen ou est-ce qu'on dit Cassen-Hélène Boguen? On dit ce qu'on veut, mais c'est un très long nom et c'est une longue histoire. Au Conservatoire de Bruxelles, il y a deux siècles et demi, mon professeur d'art dramatique, André Debar, disait un nom comme Cassen-Hélène Boguen, on ne peut pas utiliser ça pour faire du théâtre. À l'époque, on changeait beaucoup de noms quand les noms étaient compliqués. C'était en 1782. Et donc, il me dit Cassen. Et puis, donc, je me suis appelé Cassen entre 1978, pour revenir sérieux, et à peu près 1983. Et puis, je décide de créer une autre activité. Et là, un autre directeur de théâtre, Claude Etienne, du Rideau de Bruxelles, me dit « Attention Michel, si tu fais autre chose et que ça se sait dans le métier du théâtre, on ne t'engagera plus. » Moi, je devais jouer pour mettre en scène, pour me nourrir. Et donc, j'invente Boguen. Et puis, Boguen fait un peu parler de lui. Et donc, quand on crée, Patricia et moi, le théâtre public, le nom Boguen a pris plus de place que le nom Cassen. Et puis, aux alentours des 40 ans, donc il y a 3 siècles, je sens que mes parents, en fait, se disent « Pourquoi tu prends qu'une partie de ton nom ?» Et je trouve qu'ils ont raison. On est dans les années 2000 et là, je demande à tout le monde d'avoir la gentillesse d'essayer de m'appeler par mon réel nom qui est Cassen-Hélène Boguen. Voilà. Il y en a qui... En fait, c'est parce que... En fait, c'est pas tellement important, mais c'est parce que Cassen a été plutôt catalogué comme un artiste, Boguen plutôt comme un homme d'affaires, et je dois sans doute... être un peu des deux, puisque j'ai un nom à particules, et que je préfère mon image d'artiste que celui d'entrepreneur, mais il ne faudrait pas, en fait. Aujourd'hui, je suis assez fier des deux, mais pendant toute une période, le fait d'être un entrepreneur culturel avait mauvaise image dans le secteur culturel. Quelqu'un qui arrive à faire beaucoup de monde, ça doit être suspect. Sans doute, s'il y a du monde, c'est pas qualitatif. Voilà. Donc, dans le monde de la création, de la culture, la pureté n'est pas liée au nombre, elle est liée à une qualité. En fait, la qualité et le nombre n'ont rien à voir les uns avec les autres. Il y a des très bons spectacles qui font beaucoup de monde. Il y a des très mauvais spectacles qui font beaucoup de monde. Il y a des très bons spectacles qui font peu de monde. Et il y a des très, très bons spectacles qui font beaucoup de monde. Voilà. Moi, j'ai quand même tendance à croire que d'une manière générale, il y a des exceptions. Les spectacles qui font beaucoup de monde doivent bien avoir des qualités. Voilà. Tu as toute l'histoire comme ça. Je pense que je n'ai jamais raconté. Parce que je pense que on ne m'a jamais posé la question comme ça. Et plus d'une personne préfère m'appeler Boguen aussi, surtout dans les interviews, parce que ils ont peur de trébucher sur le nom, tu vois. Donc ils se disent Boguen, c'est plus simple. Mais en fait, j'aime bien qu'on utilise mon nom en entier ou qu'on m'appelle Michel. Ça me va très bien aussi. Voilà. Écoute, merci en tout cas Michel de cette explication. Et j'aime beaucoup parce qu'en fait, tu abordes déjà un axe extraordinaire de ce que tu es, c'est-à-dire homme de scène et homme qui est derrière la scène et qui fabrique la scène et qui fait naître un théâtre. Et tu l'as dit il y a quelques instants, en fait tu as fait naître le théâtre le public en 1994. Oui. C'est ça, avec ta femme. Oui, co-directrice. Co-directrice. Alors est-ce que je dis Michel Cassen-Hélène Boguen directeur? Non, co-directeur. Co-directeur. Non, co-directeur, parce que d'abord c'est plus cool quand je rentre, si tu dis co-directeur, et puis surtout parce que c'est vrai. Parce que oui, je sais bien, je prends beaucoup de place, etc. Mais la réalité de ce théâtre est fait de autant d'elle que de moi. Et d'ailleurs, au fur et à mesure des années, ceux qui connaissent ce théâtre sont au courant de ça. Donc c'est pas du tout la femme du directeur, c'est la co-directrice à tellement d'endroits. Ce théâtre est tellement elle aussi qu'il est juste de dire co-directeur ou co-directrice, quoi. En fait, vous y avez mis votre âme. Oui. Et tu me disais il y a quelques jours que tu étais propriétaire des murs. Oui. Et que c'est assez rare. Je pense qu'il n'y en a pas d'autres en communauté française.
vrais théâtres importants dont les fondateurs sont également, par le biais d'une société, propriétaires des murs. Ce qui n'a rien à voir avec l'ASBL, le public, qui, elle, est locataire des lieux. J'ai voulu plus d'une fois, au cours des près de 30 ans de théâtre, que la Fédération Wallonie-Bruxelles devienne propriétaire. Elle n'a jamais voulu. Pourquoi ? Je sais pas, il faudrait leur demander. Tu leur as demandé ? Hein ? Tu leur as demandé ? Oui, l'administration et la communauté française ont une faculté inouïe, on peut poser des questions, et un certain nombre de fois, on n'a pas de réponse. Voilà. D'accord. Et comme, tu sais, ces gens changent après les élections, à un moment donné, c'est plus au même. Est-ce que tu reposes la question ? J'ai reposé la question plus d'une fois, oui. Parce qu'on m'a embêté avec cette histoire. On a cru que je voulais m'enrichir en tant que propriétaire, ce qui est tout à fait le contraire. Mais, bon, on va pas rentrer dans une interview, dans l'explication de tous les chiffres, non. Mais en fait, ça a été plutôt un poids, alors que ça devrait être une fierté, parce que justement, en Fédération Wallonie-Bruxelles, les lieux appartiennent dans la toute grande majorité ou à la Fédération Wallonie-Bruxelles, ou aux communes, ou aux villes. En dehors, je crois aussi du Théâtre des Galeries, qui appartiennent aux propriétaires des Galeries Saint-Hubert, mais ça, c'est tellement installé dans l'ancienne Belgique depuis longtemps que eux, ils peuvent être propriétaires. Un nouveau propriétaire, c'est plus embêtant qu'un très ancien. Tu vois, c'est toute une série de choses liées à la Belgique comme ça. Bon, voilà. Donc ça m'a posé des problèmes dans le milieu, ça m'a posé des problèmes auprès de certains journalistes bienveillants, tu sais. Ça m'a posé des problèmes parfois auprès des autorités publiques, à tel point qu'à un moment donné, j'ai dû prendre un réviseur, un avocat, pour démontrer à quel point mon théâtre, notre théâtre, avait tiré des avantages financiers de nous avoir comme propriétaires qu'il n'aurait pas eu si ce n'avait pas été nous. Voilà. Ouais. Par exemple, dans les 12 premières années du théâtre Le Public, il n'y a pas eu de loyer. Je connais pas beaucoup de propriétaires qui ne font pas payer de loyer. D'accord. Donc, etc. Je veux dire que on a plutôt été des propriétaires mécènes. Aujourd'hui, tu vis bien avec ça ? De mieux en mieux, parce que il y a des choses, on est fait de plusieurs choses, mais on est aussi fait de la manière dont on est regardé. Mm-hmm. Et dans la manière dont on est regardé, je dois quand même dire qu'on a plus de gens qui nous ont bien regardés que pas bien regardés. Et entre autres, les milliers et les milliers de spectateurs. Mais dans la profession, ce métier est tellement peu respecté que quand parfois certains sortent un peu la tête de l'eau, eh bien, il y a de l'envie ou de la jalousie. Et quand il y a de l'envie ou de la jalousie, ce qui sont pas, c'est pas la même chose, l'envie et la jalousie, hein. L'envie est plus dangereuse que la jalousie. Eh bien, on attaque là où ça peut faire mal. Et toute mon histoire a fait que oui, ça m'a fait mal quand on m'a suspecté d'avoir des avantages financiers à être propriétaire du théâtre que nous avions fondé. Oui, ça m'a fait mal. Or, aujourd'hui, c'est une lourdeur dans la crise que nous connaissons, c'est une lourdeur supplémentaire ou... Non, parce que je sais, enfin, les lectures, les amis, le temps a fait qu'aujourd'hui, je ne suis pas atteint de la même manière par ceux qui me font des procès d'intention ou me suspectent de choses qui sont fausses. Okay. Voilà, en fait, je suis assez triste pour eux. Ça doit être des gens dans l'ensemble assez malheureux. Donc tu as de l'empathie. Oui, voilà, je me préoccupe de plus en plus de ce qui dépend de nous et pas de ce qui dépend des autres. Il y a un philosophe un peu plus âgé que moi, Épictète, qui a écrit un livre là-dessus, ce qui dépend de nous. Et en ça, il rejoint sur certains aspects Spinoza. Et donc, à partir d'un certain moment, eh bien, tant pis pour eux, quoi, voilà. Tu parlais de philosophie, je trouve que ce que tu représentes aujourd'hui, ton visage, ta barbe, tes cheveux, mais te fait passer pour un sage. Oui. Est-ce que tu peux expliquer ce qui fait que aujourd'hui, alors que nous te connaissons, en tout cas beaucoup d'entre nous, beaucoup ceux qui te connaissent, te connaissaient sans barbe il y a cela quelques mois, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, peut-être que l'adolescent attardé qui est en moi a voulu se masquer, puisque tout le monde se masque. Non, c'est un concours de circonstances complètement circonstanciel. On est au mois de décembre et un ami, Charlie Dupont, acteur et ami, comme quoi on peut être les deux, me demande, pour toute une série de raisons, si je peux venir faire le Père Noël pour un de ses neveux, alors qu'il avait quelqu'un de prévu, mais cette personne ne pouvait pas venir. Donc il me demande de venir faire le Père Noël. Je suis à cette période, aux alentours du 20 décembre,
pas dans une grande forme. Je suis assez, on va pas dire dépressif, mais déprimé par la situation. Rien ne bouge, on voit pas comment reprendre son destin en main, etc. Et il a un magnifique costume qui m'apporte, et ma foi, je peux aider un ami, faire plaisir à un enfant, à une famille qui est là pour fêter son Noël. J'y vais, voilà. Et en fait, je me retrouve à jouer donc le Père Noël. Mais dans les secondes... Tu n'avais plus joué depuis un certain temps. J'avais tout arrêté depuis presque un an, oui. Okay. Et j'ai le trac. Alors que moi, je vais te dire, quand je joue une nouvelle pièce, je n'ai plus le trac. Voilà. Okay. Non, ça ne veut pas dire que je m'en fous. Non. Ça veut dire que je n'ai plus le trac. Okay. Voilà. C'est comme si tu veux, quand tu cuis des pâtes, est-ce que tu as tellement peur de les rater? Moi, oui. Parce que... Bon, mais moi pas. Donc, quand on a une certaine expérience, et qu'on travaille correctement, qu'on met de l'eau, qu'on prend des bonnes pâtes, qu'on apprend son texte, qu'on fait ce qu'il faut, bah, peut-être que les gens vont pas aimer, mais pourquoi avoir peur si on fait de son mieux partout? Voilà. Le trac n'est jamais qu'un narcissisme mal placé. Hein. Et donc je me retrouve là dans une situation de narcissisme mal placé. J'ai peur de décevoir cet enfant qui regarde le vrai Père Noël. Et donc ça me fait une représentation unique que je n'avais plus vécue depuis longtemps. Et cette représentation, juste après la demi-heure que ça a duré, m'a redonné une énergie de vouloir reprendre notre destin en main et d'inventer dans la crise du Covid, avec cet horrible virus, comment essayer de reconstruire un espoir, un enthousiasme, un dynamisme, refédérer des énergies. Et finalement, c'est le regard de cet enfant qui a cru à ce Père Noël, et j'espère qu'il ne va pas regarder cette émission parce que il en parle, paraît-il, encore maintenant. Il faudrait qu'il puisse croire encore au Père Noël quelque temps. Mais c'est ça qui a été une charnière pour moi dans cette crise sanitaire. Et il en reste aujourd'hui peut-être la sagesse du Père Noël. M'habiller en rouge en mars ou en avril me paraissait compliqué. J'ai laissé pousser la barbe et les cheveux en me disant je ne les couperai pas avant que le monde ne devienne plus sage. Voilà. Alors j'ai l'impression que tu vas les laisser pousser longtemps. Peut-être. Ou peut-être que la scène m'appellera dans un rôle qui ne permet pas de garder ça. Mais je viens de refaire cette définition très sincèrement. Voilà. C'est un enfant qui m'a redonné espoir. Magnifique, non? Mais c'est une belle idée, une belle aventure, une belle philosophie pour ce qui vient. Oui. Tu disais il y a quelques instants, cet enfant t'a totalement respecté dans ce que tu es, dans ce que tu joues, dans ce que tu apportes et dans l'âme que tu mets en place. À côté de ça, il y a quelques minutes, tu as dit que ton métier n'était pas respecté. Bah non, ça fait des années que le métier d'acteur de théâtre ou d'actrice de théâtre ou des arts vivants dans le pays dans lequel nous vivons n'a pas une place importante. Et la crise sanitaire qu'on vit n'a fait que mettre une loupe sur cette réalité. Alors, on peut être indulgent et se dire finalement, par exemple, le théâtre, parce que je connais pas tout, le théâtre en communauté française, en Belgique à l'époque, mais en communauté française aujourd'hui, est né juste après la guerre 40-45. Enfin, en dehors de une ou deux petites aventures, c'est vraiment après-guerre que s'est développé un professionnalisme de ce métier en communauté française. Avant ça, les Belges jouaient les petits rôles et les acteurs français venaient jouer les grands rôles. Il n'y avait pas... non. Donc, c'est très jeune, le théâtre en communauté française. Ça a quoi? 70, 80 ans, alors qu'en France, ça a, en Angleterre, ça a, en Allemagne, ça a... Donc c'est des siècles, là. Ouais. Donc on peut avoir une indulgence sur ce manque de reconnaissance. Mais n'empêche que il est dur à vivre. Ouais. C'est-à-dire que moi, je ne serai sans doute pas là dans 300 ans quand ce métier sera mieux reconnu, car être considéré à un moment donné comme non essentiel, alors que sans doute, nous ne l'avons jamais été autant, et que un grand nombre de responsables politiques ne se rendent pas compte de cette réalité. Donc, être traité d'inessentiel. Moi, je peux comprendre qu'on dise prioritaire ou non prioritaire, mais essentiel et non essentiel. Moi, je pense que des acteurs sur des scènes de théâtre sont plus essentiels que des rouleaux de papier cul. Même si
on voit tous à quoi servent les rouleaux de papier cul, mais on peut s'en passer avec un gant de toilette et un peu d'eau. Je veux dire, et c'est pas une catastrophe, mais on voit bien les dégâts que crée le fait qu'on se soit passé pendant un an de gens qui racontent des histoires sur des scènes de théâtre. Pourquoi ça? Pourquoi est-ce que, justement, votre métier, ton métier, n'est pas considéré comme essentiel? Pourquoi? Parce que il y a, je pense, un manque de culture de nos responsables politiques. Il y a aussi un manque de fierté des Belges. Particulièrement dans ce qu'ils font dans leur pays. C'est-à-dire qu'on dirait qu'un Belge n'est vraiment reconnu dans son pays que quand il fait quelque chose de très visible ou de très performant à l'étranger. Regarde les footballeurs. Nos footballeurs qui jouent dans les championnats étrangers sont des dieux. Mais avant ça, ils n'étaient pas considérés comme aussi bons en Belgique. Nos acteurs qui réussissent à l'étranger, on dit réussir à l'étranger, mais réussir en Belgique, c'est presque une tare. Et donc, il y a un complexe belge sur toute une série de choses, et sur la culture à côté d'un pays gigantesque qu'est la France, qui a une histoire gigantesque, qui a un rapport à la culture essentiel, qui là sait que la culture est essentielle dans ce qui définit les libertés et les droits des hommes. Je ne suis pas malade. Vous comprenez? Tu veux un peu de... Non, ça va. Cette réalité-là amène à se considérer que quand il y a une crise sanitaire, on ferme les théâtres. Voilà. Alors, il y a aussi d'autres logiques. Il faut pas être dans le complotisme, mais il y a aussi qu'on aime. Le théâtre est quelque chose où, avec relativement peu d'argent, tu peux parler à beaucoup de monde et dire ce que tu penses. C'est une liberté d'expression. Ça ne demande pas d'être milliardaire de faire du théâtre. Dans le monde dans lequel on vit, la parole, la communication est dominée par les multinationales. C'est excessivement marginal qu'une communication libre importante existe sans gros capitaux. Et la libre pensée, la libre expression, dans la période que nous vivons, eh bien, moi, je pense qu'elle est bâillonnée en partie. Je n'arrive pas à comprendre comment, hier, je crois qu'il doit y avoir en Belgique au total 30 ou 40 000 personnes, peut-être plus, qui se sont rassemblées dans des parcs, et tout ça en quantité relativement importante. Et assez proche. Et assez proche. Ok, on sait pourquoi. Pourquoi on peut pas recevoir 50 personnes dehors aujourd'hui dans un théâtre? Qui peut m'expliquer pourquoi, dès aujourd'hui, on ne peut pas recevoir 50, 60 personnes espacées, assises sur une chaise, avec un masque, écartés les uns des autres d'1,5 mètre et regarder des artistes dire du beau? Qu'on m'explique ça. Ça, je ne comprends pas. Tu as demandé qu'on t'explique ça? Je pense que j'ai dû demander ça avec mes collègues, d'ailleurs, une bonne 50aine de fois, par écrit, en communiqué de presse, encore maintenant. Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Et la réponse, elle est une déconsidération de ces métiers. Et puis, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, par exemple, on a une ministre écolo. Ok, bon, pas une grande expérience d'être ministre, puisqu'elle est ministre pour la première fois. Enfin, il faut bien apprendre. Mais au-delà de ça, les écolos sont présents à tous les niveaux de pouvoir. Région bruxelloise, Fédération Wallonie, fédérale. Est-ce que depuis un an, tu as entendu l'ensemble des mandataires écolos dire la culture, c'est important, et nous allons tous défendre notre ministre de la Culture. Or, s'ils lui ont donné le ministère de la Culture, c'est que quand même, ils trouvent ça important. Moi, je comprends pas ça. Je comprends pas comment c'est pas mieux défendu par ceux qui en ont la charge. Et je n'en veux pas à la ministre de la Culture, elle est toute seule, là, mais pourquoi alors quand Nollet dit, ce que nous sommes un certain nombre à penser, la bulle, une personne, c'est limite, la veille d'un Codeco, c'est-à-dire d'un conseil de sécurité, est-ce qu'il se dit, ça va aider ma ministre de la Culture pour qu'on ouvre? Moi, je pense que tous les autres ministres, ils étaient assez fâchés sur le président d'Écolo. On est de nouveau confinés, on n'ouvre pas. Cet ensemble de questions finissent par amener même une partie de la population à se dire que peut-être la culture, c'est pas si essentiel. C'est ça qui est grave, je trouve. C'est qu'il n'y a pas une conscience collective suffisamment grande. Voilà.
je m'interroge parce que des experts autres que des experts en virologie, en épidémie, le disent. La moitié des Belges vont très 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 mal parce que il n'y a plus de culture. Et d'ailleurs, s'il n'y avait plus du tout de culture, là, ce serait la guerre. Si les télés et tout ce qu'on voit sur toutes les chaînes, si les radios, si les statuts, si tout ce qui est culturel avait été réellement supprimé, mais on n'est pas là pour en parler. C'est ce qui nous a quand même fait tenir. Le problème, c'est que ça nous a fait tenir sur un standard, en grande partie. Sur les standards de Netflix, d'Amazon, de Disney, de tous des groupes multinationaux qui ont une standardisation de la culture et pas une liberté d'expression telle que des artistes les ont à travers les magnifiques poètes que nous avons. Merci Michel, parce que en t'entendant, c'est toujours d'abord une joie de t'entendre et une joie de défendre ce métier, cet art. Parce que tu parles de culture, on peut parler d'art? Oui, oui, parce que c'est pas totalement la même chose. Hein. C'est quoi la différence? Alors je suis pas un intellectuel, il y a des mais je veux dire, l'acte artistique est un acte qui est une expression qui ne tient absolument pas compte de quoi que ce soit de rationnel et qui va décrire une beauté d'une manière ou d'une autre qui n'est soumis à aucune règle. Et la culture, donc ça c'est l'acte artistique. Et la culture c'est l'organisation de ça. Okay. Mais maintenant on confond culture et socioculturel. Oui, c'est vrai. On confond culture et éducation permanente. Donc on dit même parfois que le football c'est de la culture. Donc faire quelque chose tous ensemble, c'est quelque chose de socio-culturel, mais c'est pas de la culture ni de l'art. Merci. Merci pour cette précision. Je me suis souvent posé la question, et c'est clair pour moi. Dans ce que tu viens d'évoquer, de partager, de déposer, où est la solution? La solution, ou les solutions. Mais pour moi, les solutions, c'est d'abord de trouver par tous les moyens comment dire, de maintenir l'enthousiasme. C'est-à-dire le fait que nous allons vers des lendemains meilleurs. Donc arriver à croire à un futur collectif et individuel qui pourra aller mieux. Même si ça peut paraître pour certains utopistes, parce que la lucidité de la réalité politique et économique, elle tire vers le bas. Mais si on ne croit pas qu'on va pouvoir influencer les choses pour que ça reparte vers le haut dans un sens individuel et collectif, alors ça nous rend plus égoïstes, plus aigris, fermés, etc. Donc la solution, c'est de continuer à défendre positivement ce en quoi on croit et d'essayer de fédérer autour de ça le plus de gens possible. Moi, ma solution à court terme en tant que co-directeur d'un théâtre, c'est de réimaginer une programmation, de tout faire pour la présenter le plus rapidement possible, dans les meilleures conditions possibles, à des spectateurs, et d'être cette espèce de passerelle entre du beau et des citoyens. Parce que quand on est face à du beau, une belle vue, une belle personne, parce que le beau, ce n'est pas qu'un acte artistique, eh bien, on se sent mieux. Et quand on se sent mieux, eh bien, on est plus généreux, plus ouvert. Et je crois à la théorie du village, moi. Je pense que si tous les petits villages, dans plein d'endroits, sur leur domaine, vont mieux, le monde peut aller mieux. Voilà. La culture aide à la générosité et à l'ouverture. Oui, parce qu'elle développe un libre... Parce qu'elle est miroir. Oui. Elle est miroir. Est-ce que tu sais que... Oui, tu sais sans doute. Il y a des pays où il y a des cultures où quand quelqu'un a fait quelque chose de mal, on le met... tout le village se met en cercle, on met la personne au centre du cercle et tu sais ce qu'on fait? On lui rappelle tout ce qu'il a fait de bien dans sa vie. Et en lui rappelant tout ce qu'il a fait de bien, ça le fait avoir lui-même un jugement, un regard sur ce qu'il a fait de pas bien. Donc plutôt que de le punir, sa punition, c'est de savoir tout le beau dont il est capable. Ben, je pense que la culture participe à ça. Elle est miroir des actes aussi... alors, la culture peut décrire l'horreur que l'homme a fait pour que ça n'arrive plus. Parce que pour moi, décrire de l'horreur, c'est pas mon truc.
on est encore en démocratie, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'aime bien défendre des pièces qui donnent quand même des fenêtres de lumière, même si elles peuvent décrire des situations excessivement dures, etc. Il n'y a pas que les comédies, mais je trouve qu'on est terriblement dans une période où on a besoin d'espoir, et je pense que de lien et d'espoir, et je pense que les arts vivants, parce que ça aussi, entre regarder son écran et voir des gens en vrai, il se passe autre chose. Les arts vivants sont une des solutions à retrouver, à quitter cette espèce de logique mortifère et de repartir vers du vivant. Mais je trouve que quand tu exprimes ceci, le fait de voir en vrai des spectacles, oui. Ça nous rappelle ce dont nous sommes privés aujourd'hui de manière naturelle dans notre vie de tous les jours. Oui, c'est qu'on est privé de voir des gens en vrai. Oui. Et donc ce parallélisme, je l'avais jamais fait, mais c'est très vrai par rapport à... C'est ce qui fait l'unicité du théâtre, en tout cas. C'est, y a pas de filtre entre toi et ce qui se passe. C'est des êtres vivants qui parlent à des êtres vivants. C'est pour ça que les cafés sont indispensables pour d'autres genres. Oui. C'est du lien social. Oui. Sauf que au théâtre, c'est du lien social avec du beau, avec de l'artistique, donc avec quelque chose qui n'a pas un objectif de rentabilité, mais qui a un objectif de décrire ou une nécessité artistique ou un message sans les règles du système économique. Dans l'approche que tu as aujourd'hui de ton métier, du théâtre, de la vie, je te trouve plutôt optimiste avec cette vision. Si on croit qu'il n'y a plus d'espoir, on se renferme. Tandis que tu dis, tant qu'il y a de l'espoir, il y a effectivement la possibilité de construire, d'envisager, et donc d'être optimiste par rapport au futur. La définition que je donne de l'optimisme, face à un problème, imaginer une solution et tout faire pour la réaliser. Oui. Lucidité, il y a un problème, trouver une solution, en tout cas chercher une solution, et la mettre en place. Oui. La volonté, du courage. Je trouve que ça donne juste l'impression que l'on peut dire les choses profondément, être en colère, être triste, avoir peur, être angoissé, mais aussi être porté par l'espoir. Et c'est ce que tu viens de partager. Oui, je pense parce que le désespoir mène au ressentiment, et la gestion du ressentiment, si c'est une gestion populiste, mène à la dictature. Donc, il n'y a que le beau et l'espoir qui peut nous éviter le ressentiment. Un ressentiment, c'est ce qui fait qu'une population qui, à juste titre, est victime d'une situation, va se fédérer sur un discours qui n'est pas le bon. Mais elle est tellement victime qu'elle perd sa lucidité. Tous les courants de dictature se sont lancés sur un ressentiment populaire. Or, le ressentiment n'amène jamais du bonheur. Dans toutes les guerres qui se sont faites au nom d'un ressentiment, qui à la base pouvait être légitime, hein. Tu sais, il y a une crise économique, tout le monde est dans la merde, et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui dit cette crise économique, c'est à cause de ceux-là. Et alors tout le monde se fédère, parce que tout le monde n'a pas un niveau d'éducation et ça nous amène vers la dictature. Donc c'est notre seule chance pour combattre la dictature, c'est de préserver de l'espoir. Alors c'est pas de la naïveté, de l'espoir. Ça demande du travail, de l'enthousiasme et de l'espoir. Mais c'est possible. Il faut respecter les victimes, mais il faut empêcher l'aigreur qui amène au ressentiment. Dans ton processus de création, de vision, est-ce que tu partages ces émotions, cette réflexion avec ta compagne, ton épouse, et est-ce que ça vous aide tous les deux à construire vos programmes, à construire vos... Bien sûr, et non seulement on partage ça à deux, mais on partage ça à 200, et puis on partage ça à 100 000. C'est-à-dire que ce n'est pas l'objet d'une discussion de salon, c'est quelque chose dont nous parlons dans le théâtre avec les artistes. C'est quelque chose... Combien d'artistes, excuse-moi, aujourd'hui, combien de... Écoute, on a dû en mettre 214 au chômage temporaire. 214. Maintenant, on recommence à répéter des spectacles particuliers pour que dès qu'on a une fenêtre d'ouverture, on puisse les montrer. Je pense que ça arrivera tout début mai, en extérieur, avec toutes les règles de sécurité, etc. On a imaginé une saison qui repart beaucoup plus tôt que d'habitude. Voilà. J'espère que le vaccin va continuer à faire son effet, etc. Mais on partage ça avec l'équipe administrative, avec les techniciens.
moi je partage ça aussi quand je vais faire mon marché le dimanche matin. Je trouve que tu vas le faire où ton marché? Je le fais par Vie-Saint-Pierre à Uccle. Donc je trouve que d'abord parce que c'est aussi intéressant d'être mis en contradiction ou en réflexion par rapport à ça. Donc, mais je constate que quand les gens rentrent dans cette dynamique de combattre le ressentiment, ne pas cultiver la légitimité de la victime qu'on est ou que nous sommes, mais de tenter de voir comment on peut dévictimiser tout en respectant la réalité des victimes d'une situation, eh bien, des énergies nouvelles naissent. Moi, ce qui m'a redonné beaucoup d'énergie, c'est tous les gens qu'on a mis au chômage temporaire, on a fait des réunions avec eux. Par l'équipe artistique, etc. Et puis on a créé quelque chose qui s'appelle un bâton rompu. C'est Patricia qui a créé ça. Et ça veut dire que une fois par semaine, pendant 2 heures, les artistes viennent et tout ça à des mètres 50 qu'il faut et discutent de projets possibles, et d'organiser ces réunions. C'est une décision. Mais c'est ce qui s'est passé dans ces réunions qui nourrit une grande partie de mon énergie aujourd'hui. On revient au regard de cet enfant face au Père Noël, ce petit gamin qui regarde quelque chose qui lui apparaît essentiel et qui me fait dire au fond de moi que peut-être je peux donc à ce moment-là servir à quelque chose. Et il me redonne, ce gamin, une énergie que je transmets, qui génère de l'énergie, et puis voilà. Et voilà comment on tient depuis 1 an, et voilà comment plein d'artistes viennent régulièrement au théâtre discuter, et voilà comment des nouveaux projets vont naître, et voilà comment à un moment donné dans tout ça, une commune fait un appel d'offres, on remet un dossier et on va ouvrir un nouveau théâtre en plus dans 3 ans à Uccle, et voilà, et tout ça n'est fait que d'espoir. Le public ouvre dans 3 ans un nouveau théâtre à Uccle. Oui, au Parvis Saint-Pierre, oui. L'ancienne justice de paix. Il y a eu un appel d'offres de la commune d'Uccle. On a remis un projet avec un architecte brillant qui s'appelle Francis Metzger, et on a été retenu. Et dans 3 ans, on ouvre 2 salles, un restaurant, un truc, une salle de répétition au plein centre de Uccle, en complément de ce qu'on fait à Saint-Josse. Alors, moi, ça me donne de l'énergie, mais c'est pas moi qui ai fait l'appel d'offres, c'est de l'échange, tout ça. C'est du lien. Et donc, en ça, je trouve que nous sommes privilégiés, parce que nous sommes charnières à cet endroit où le lien peut se créer, où les énergies peuvent se rencontrer. Le théâtre est un lieu de démocratie. Ah oui. Sauf quand il appartient au pouvoir politique. Et même, ça dépend des règles politiques qu'on y met pour que du théâtre s'y fasse démocratiquement. Mais oui, c'est un lieu de liberté d'expression inouïe. Aujourd'hui, le pays est en démocratie ou en démocrature? On est à la frontière des deux. Je veux dire qu'on le voit encore bien, là, avec ce qui vient de se passer, où bon, je ne conteste pas, moi, symboliquement, c'est très fort que l'État ait été condamné pour les mesures qu'il a prises illégalement. Je suis pas en train de contester toutes ces mesures. Non. Moi, la problématique des mesures sanitaires, je comprends qu'il faille protéger ceux qui doivent l'être. Je comprends que les hôpitaux, même si on aurait pu investir plus tôt ou ne pas désinvestir depuis des années. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on ne met pas en place des choses qui vont aider la population à vivre avec ce virus. Quand tu vois que la moitié des jeunes sont au bord de la dépression, de l'angoisse, l'amplification du nombre de suicides, etc. Quand tu vois que les gens n'en peuvent plus, tu peux mettre en place, avec des moyens que les États ont, toute une série de choses qui font que les gens tiennent mieux. Qu'est-ce qui aurait pu interdire qu'on fasse ? Je comprends qu'on ne permette pas à 5000 personnes de danser ensemble les uns contre les autres, quoique, bon. Mais pourquoi on ne peut pas permettre à des jeunes d'organiser des petites fêtes ? Pourquoi on ne peut pas dire, attendez, vous choisissez. Ou bien, entre jeunes, vous vous voyez beaucoup, mais alors, donnez votre parole d'honneur que vous n'irez pas vers des gens qui... Donc, rendre responsable. Il y a plein de mesures. On sait que les hôpitaux, au niveau psychiatrique, là, pour l'instant, sont complètement débordés. On ne te parle pas, là, des lits qui débordent comme on te parle des lits qui débordent aux soins intensifs pour la Covid. Ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, avec les moyens qu'un pays comme la Belgique a encore, comment une multitude de solutions. Je te dis, ça fait maintenant
plus d'1 an qu'on aurait pu recevoir 30 à 50 personnes dans des conditions qu'aucun bus n'offre, qu'aucune école n'offre, qu'aucun parc offre. Et on est 60 lieux de culture, 70 lieux de culture comme ça en Belgique francophone. Tu fais ça tous les soirs, 70 fois 30 personnes à 8 mètres les uns des autres, hein, soutenus par l'État pour faire ça. Mais ça fait quand même 2-3 000 personnes par jour, tout à fait safe, qui peuvent assister à ça, fois 200 jours, ça fait combien? Et donc, tout ça sont des bonbonnes d'oxygène pour les gens qui font qu'ils ne vont pas être manipulés pour partir dans un mauvais sens qui est la dictature. Et c'est pour ça que je dis qu'on est au bord de la démocrature, parce que une non-considération du problème mental que crée cette crise peut amener à une dictature. Dans ce que j'entends, dans ce que tu dis aussi, c'est que l'immunité physique, dont on parle beaucoup avec le vaccin, etc., n'est pas séparable de l'immunité émotionnelle. Ben non. On est en fait, et c'est ce que tu dis, et c'est ce que tu dénonces, on est en train de nous désillusionner. Ah, je préfère ça. Merci. Déshumanisé, mais ouais. Désillusionné. Et donc, et sans illusion, sans espoir, eh bien, tu sais, quand un bébé, hein, tu le mets, il y a eu des horribles expériences comme ça, on prend un bébé, on le nourrit, on lui donne tout ce qu'il faut, mais il n'est pas avec du contact humain, il meurt. Donc pourtant, les éléments, entre guillemets, vitaux, hein, qui sont la nourriture, la température, sont là, mais l'enfant, s'il ne ressent pas de l'amour, il meurt s'il est isolé. Un nouveau-né, il meurt. Et donc, on est plus résistant, nous, adultes, qu'un bébé. Mais nos niveaux de résistance ont méchamment été entamés. Donc, oui, il faut recréer des perspectives, des illusions. Ça n'est pas de la naïveté ni de l'utopie. Hein, je veux dire que... Mais il faut responsabiliser. Et pour ça, il faut s'appuyer sur des piliers de la démocratie, que sont l'éducation et la culture. Assemblée citoyenne, Louis Le Dun, qui est un philosophe écrivain, a fait une carte blanche dans le Vif il y a quelques jours sur l'Assemblée citoyenne. On en a entendu parler en France. Ouais. Est-ce que tu as une vision là-dessus, une idée là-dessus? Est-ce que tu penses que c'est un bon plan? Je pense que on pourrait parler aussi de démocratie participative. Oui. Alors, sur le principe intellectuel, moi je suis pour. Parce que c'est ce que tu fais dans ton théâtre. Oui, mais seulement... On fait de la démocratie participative, mais nous sommes des professionnels qui définissons avec d'autres professionnels une programmation que nous répétons entre professionnels et que nous présentons à des spectateurs. On n'est pas en train de demander aux spectateurs ce qu'ils veulent voir. Hein, non. Parce que si tu demandes aux gens qui n'ont pas l'expérience, le métier, ce qu'ils veulent voir, eh bien ils vont juste voir quelque chose de prévu. Or c'est l'imprévu en partie, et dans la manière dont tu crées le théâtre, et dans la manière dont tu fais des choix et tu le présentes, c'est de cet imprévu que des perspectives inattendues vont exister. Hein? Donc voilà. Sur le principe, je suis pour une démocratie participative, mais 2 règles. D'abord, pour que ça fonctionne, il faut un niveau d'éducation partagé et un niveau de connaissance partagé. C'est-à-dire que c'est excessivement difficile de débattre, même si quelqu'un a du bon sens, s'il n'a pas d'éducation ou de connaissance des matières dont on parle. Ok. Et puis la deuxième chose, c'est qu'attention, la démocratie participative est très souvent utilisée par le pouvoir politique pour manipuler l'opinion. C'est-à-dire qu'on dit, j'ai consulté la population, j'ai fait un groupe d'experts, et de ce groupe d'experts, il est sorti quelque chose qui représente la société. Oui, enfin, faut voir comment les experts ont été choisis, faut voir c'est quoi ce groupe d'experts ou de citoyens, et puis donc. Voilà, moi je suis pour une responsabilité politique. La démocratie participative, c'est la démocratie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se présentent aux élections, c'est nous qui votons. Si on est furieux des hommes politiques et femmes politiques qui nous dirigent, regardons-nous, c'est nous qui avons voté pour eux. Votons pour d'autres gens. Je veux dire, et ce qui fait que une partie des gens votent comme ceci ou comme cela, c'est leur niveau d'éducation, de connaissances politiques, connaissances économiques, etc. Donc, je suis plus pour qu'on fasse bien fonctionner la démocratie plutôt que d'en inventer une à côté. Dans tout ton processus et ton projet de vie encore, parce que tu as encore plein de choses à apporter et à mettre en place, il y a tes enfants qui interviennent. Oui. Quelle est la place qu'ils ont dans le théâtre?
Oh, comme le théâtre fait partie de ma vie et qu'elles sont sans doute... Tu rappelles, tu as 2 enfants? Oui, j'ai 2 filles. Une de 30 ans et une de 33 ans maintenant. Quels sont leurs prénoms? Jeanne et Lou. Jeanne et Lou. Elles sont des piliers, elles sont ma colonne vertébrale, j'ai envie de dire, quand même. Tu es entouré de 3 femmes à la maison, enfin, tu étais... Oui. J'ai une belle-mère, aussi encore, que j'appelle Jolie Maman. Jolie Maman, Patricia, Lou et Jeanne. Voilà, elle a 93 ans, elle est extraordinaire, donc voilà, j'ai beaucoup de chance. J'ai des parents magnifiques. Elles sont intégrées, ça dépend quand et comment. L'une est actrice, donc elle joue, elle commence à mettre en scène, elle commence à prendre de plus en plus des responsabilités. C'est difficile d'être la fille d'eux. Parce que tous les coups qu'on n'a pas osé me donner à moi, on ose les donner à ma fille. Voilà. Donc, mais je trouve que j'ai 2 filles vraiment. Vous allez me laisser ces filles. Non, j'ai 2 filles brillantes, intelligentes, sensibles. Et l'autre, elle a fait plusieurs types d'études, du cinéma au théâtre. Et maintenant, elle finalise une formation en naturopathie. Voilà. Mais en même temps, c'est magnifique parce qu'on a décidé de faire les invités du public. Les invités du public, c'est ce que tu es en train de faire avec moi très gentiment, que nous faisons avec des artistes, qu'on interviewe pour qu'ils disent, tiens, on leur parle des beaux moments de résilience de leur vie. Qu'est-ce qu'il y a, tu vois, les bons moments. Tu racontes les bons moments de ta vie à des gens, ça fait quand même du bien par rapport aux mauvais moments. Enfin, soit. C'était compliqué. C'est elle qui a pris en charge, c'est son métier, la réalisation de ces captations d'invités du public. Voilà. Donc oui, nous sommes une famille très unie. On a aussi beaucoup d'amis très proches. C'est une autre famille, c'est la famille qu'on choisit. Et c'est sans doute de cette puissance-là que une grande partie de ce que j'ai pu entreprendre dans ma vie a pu naître. Je suis fait de ce groupe-là, je pense, vraiment. Quand tu dis que tu es fait de ce groupe-là, est-ce que tu t'es laissé inspirer par des personnes diverses et variées au-delà de ta famille? Et si oui, qui? Oh, je suis un buvard, moi. Je me laisse inspirer par tout ce qui me paraît cohérent, généreux, intelligent, plus que moi. Est-ce que tu as un personnage qui t'a inspiré particulièrement? Non, pas un, mais plusieurs. Okay. J'ai des amis vraiment depuis 50 ans, quoi. J'ai des lectures qui m'ont marqué. Par exemple? Par exemple, Si Gilles la mer de Cynthia Fleury, ou La peur de l'insignifiance nous rend fous, ou Spinoza dont je parlais tout à l'heure, ou donc oui, mais il y en a eu d'autres avant. Et ce qu'il y a de chouette, je m'excuse, c'est que chaque fois que tu lis quelque chose de vraiment pertinent, ça complète des choses que tu as pu lire avant. À un moment donné, je m'étais accroché à un truc qui en soi n'est pas extraordinaire, mais c'est le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Mais comme ça, tel quel, c'est pas un médicament, mais tu prends une partie de ça, tu prends une partie de Spinoza, tu prends une partie de Cynthia Fleury, et puis tu prends une partie de Strangler, etc. Et ça te donne, tu construis une pensée ou une vision du monde grâce à ces gens qui passent leur temps à réfléchir le monde. Moi, je réfléchis pas le monde. Tu fais quoi? Moi, je fabrique des choses, ou j'aide à les fabriquer, etc. Pas de mérite à ça. Je suis quelqu'un qui arrive à rendre les choses concrètes. Tu es un créateur, un réalisateur, un fabricant, tu tout ça? Oui, je suis un acteur qui peut jouer tous ces rôles, oui. Et quand tu parlais de fabrication, tu me parlais dans nos échanges de la fabrique de l'ignorance et de la fabrique de l'enthousiasme. Ben oui, parce que La fabrique de l'ignorance, c'est une émission que j'ai vue sur Arte qui fait 1h30, que je conseille à tout le monde de regarder. Regardez La fabrique de l'ignorance. Parce que là, ce sont des gens vraiment bienveillants qui démontrent à quel point une partie du monde tente de nous manipuler grave. Mais grave. Tu parlais tout à l'heure de démocratie participative. Ce sont des gens qui, par exemple, peuvent te shooter une centaine de souris avec un produit X pour faire une étude après sur le danger d'un autre produit dont ils ont créé l'immunité chez ces souris. Donc l'étude va dire ce produit n'est pas dangereux.
Mais les souris ont été shootées pour le supporter. Et puis on te sort une enquête en disant j'ai fait tous les tests qu'il fallait. Je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi une émission qui démontre qu'on peut faire dire à une étude ce qu'on veut. On peut même réaliser une étude pour qu'elle arrive au résultat souhaité. Et donc, mais il y a aussi des vraies études. Et il y a aussi des vrais scientifiques qui décrivent comment faire des vraies études. C'est-à-dire, une vraie étude, c'est une étude dont on ne connaît pas le résultat, dont on se pose des questions sur les résultats. Pour l'instant, on nous bazarde des tas d'études avec la crise sanitaire qui sont fondées sur rien du tout. Quand j'entends le Premier ministre, il y a 3 jours, dire au JT de la RTBF à 19h30, la toute grande majorité des citoyens respectent les règles sanitaires. Il dit ça. À ce moment-là, je me dis, moi qui les respecte pas toujours et tout le temps, je fais donc partie d'une minorité. Le soir même, sur mon magnifique iPhone, je regarde une étude de la Libre Belgique, dont je me dis, vu ma connaissance, que les lecteurs ne sont pas les plus grands révolutionnaires belges. Les lecteurs de la Libre, ça n'est pas les révolutionnaires de Belgique. On ne sait pas combien il y en a là-dedans qui votent pour le PTB, mais ça ne doit pas être gigantesque. Bon. Ou alors ils le lisent pour pouvoir attaquer, mais voilà. Et dans cette étude qui est faite sur 20 000 personnes, d'accord, c'est des gens qui sont représentatifs des lecteurs de la Libre. 60% des gens disent ne pas respecter les règles sanitaires un peu ou pas du tout. Donc ça veut dire que le Premier ministre, à 19h30, qui dit qu'une étude démontre ce qu'il dit. Alors soit quelqu'un lui a montré une fausse étude, ce qui est possible, soit il nous ment. Il nous manipule. Mais c'est effrayant parce que même moi, je te jure, il y a 3 jours, en regardant la télé, je me suis dit, mais Michel, en fait, accepte qu'une grande majorité de gens pensent totalement différemment. Et le soir, eh bien, une autre enquête confirme que, finalement, je fais partie d'une majorité de gens qui pensent que les règles ne sont pas on ne peut pas rester dans une santé mentale totale et respecter ces règles à 100%. Ouais. On devient dingue. Ouais. Voilà. Et moi, je trouve que c'est pas bien qu'on nous manipule en nous faisant croire qu'on joue sur la carte de on va faire peur, comme ça ils respecteront, etc. Je suis pas d'accord avec ça. Je suis pour une responsabilisation. Ouais. Voilà. Tu fais confiance aux gens. Oui, je fais confiance aux gens et pas de manière... non. Mais il faut confiance a priori. Mais oui, je pense que si on nous avait mieux expliqué le pourquoi et le comment de toute une série de choses, les chiffres qu'on nous montre tous les jours dans les journaux, comment les masses médias ont communiqué. Pour quelle raison, s'il vous plaît, à ce point, les chiffres comme ça, mais c'est pour foutre une angoisse globale. Je ne suis pas en train de dire que ce virus n'est pas dangereux. Non. Je ne suis pas en train de dire que ce virus ne tue pas. Mais il y a un truc quand même. Ils viennent de sortir le nombre de morts en 2019, en Belgique, et le nombre de morts en 2020. L'écart est pas gigantesque, c'est pas le nombre de morts qu'on nous donne du Covid tous les jours. On te tape au JT, toujours, je regarde plus, 300 000 morts au Brésil. Beaucoup, 300 000 morts. En fait, mais on te tape ça en disant, c'est la cata. C'est vrai que c'est la cata au Brésil, et si tu veux mon avis, il y a beaucoup plus que 300 000 morts. Et je vais te dire pourquoi. Tu sais combien il y a d'habitants au Brésil? 220 millions. Et quand tu divises 300 000 par 220, ça voudrait dire qu'au Brésil, la crise sanitaire n'a créé que 15 000 morts, c'est-à-dire 30% de moins qu'en Belgique. Mais on te dit 300 000, tu fais ce calcul? Non, moi qui suis un peu un débile mental, je fais ce calcul. Et je me dis, pourquoi on me manipule comme ça? Quand j'entends Di Rupo dire, de toute façon, tous ceux qui meurent dans les Hauts, on dit vite Covid, parce que, etc. Et ça ne fait pas la une à 19h30. Et il l'a quand même dit. Et il a quand même été Premier ministre. Il est maintenant ministre de la région Wallonne. Et il avoue ça. Et on ne vient pas te dire ça à 19h30. Eh bien, tout ça, moi je dis que tout ça, ça fait perdre la confiance en la démocratie. Et ça m'inquiète. Donc, je veux qu'on puisse donner des repères vrais aux gens, qu'on les responsabilise. Et puis, ça, c'est une volonté politique. Et puis, moi, je suis un fou du roi, je suis un artiste, et sur une scène, je peux dire ce que je veux, c'est pas trop grave. Et donc, tu fabriques de l'enthousiasme. Oui, j'essaye. Le mot enthousiasme, pour toi, c'est quoi? Ben, c'est croire que ce que tu imagines va se passer, quoi. C'est se dire qu'avoir une idée, c'est chouette, et qu'on va peut-être pouvoir la réaliser. C'est se dire que si... il y a des gens parfois qui ont fait
tout ce que tu as réussi, Michel. Ils savent pas tout ce que j'ai raté. J'ai raté beaucoup plus dans ma vie que j'ai réussi. Mais alors, beaucoup plus d'idées que j'ai eues se sont cassées la gueule par rapport aux quelques-unes qui ont fonctionné. L'enthousiasme, c'est le fait de se dire que c'est pas grave tant qu'il n'y a pas mort d'homme, tant que on ne fait de mal à personne. Une idée qui ne réussit pas, c'est pas si grave. S'il y a des gens qui ont des idées qui ne réussissent pas, on dit, tu vois, alors ils ont plus envie d'avoir des idées. L'enthousiasme, c'est croire un minimum en soi et aux autres. Et parce que déjà l'heure est écoulée, donc c'est magnifique, merci pour tout ça. Dans les projets qui t'enthousiasment là, ou qui sont enthousiastes pour le futur, il y a quoi? Il y a quand même un truc assez basique, c'est réouvrir notre théâtre, c'est représenter des spectacles, et puis c'est me dire que j'ai un rendez-vous cet après-midi avec l'architecte et la commune d'Uccle, et que il va sans doute sortir là quelque chose que je n'imaginais pas et qu'on va faire. Moi, il y a aussi un grand nombre de choses qui m'enthousiasment, c'est de ne pas savoir les idées qu'on va avoir cet après-midi. C'est de ne pas savoir. De laisser la place à effectivement l'imprévu dont tu parlais tout à l'heure, l'inconnu qui est déjà présent quelque part. Voilà. Je trouve qu'il y a des choses sur lesquelles on doit pouvoir s'appuyer, mais il y a aussi des choses où il faut laisser l'imprévu exister et le regarder avec curiosité. Peut-être la curiosité est un des éléments qui crée l'enthousiasme. De travailler sa curiosité. Eh bien, je vous propose de prendre un malin plaisir à travailler votre curiosité. Michel, merci beaucoup. Avec plaisir. C'était vraiment une joie. Merci d'être venu. Donc, tu reviendras parce qu'il y a encore plein de choses à raconter, à partager. Écoute, quand tu veux. C'était adorable aussi d'être reçu comme ça, comme à la maison. Mais c'était le but. C'est comme si c'était toi qui étais venu chez moi et qu'on avait eu cette discussion. En tout cas, je ne me suis pas préoccupé même si ça m'a l'air bien fait, je ne me suis pas tellement préoccupé de qui filmait et qui allait regarder. Voilà. Le but était déjà de prendre du plaisir ici maintenant. Je t'ai raconté cette histoire à toi. Oui, mais je l'ai pris pour moi. Maintenant, on verra bien ce que ça donnera chez les autres. Merci Michel. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci.